Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à votre émission, l'invité de l'intégration. Pour ce nouveau numéro de votre émission, nous allons parler de la mobilisation des recettes fiscales dans le secteur minier, dans le secteur extractif, dans les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et pour aborder ce thème, nous recevons sur ce plateau Abassou Traoré. Abassou Traoré est le directeur des finances publiques et de la fiscalité intérieure à la commission de l'UEMOA. Bonjour Abassou Traoré. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation pour aborder ce sujet très important. Tout d'abord, pour commencer l'émission, j'aimerais savoir qu'est-ce qui explique la mise en place de régimes fiscaux miniers spécifiques dans les États membres de l'UEMOA. Les régimes fiscaux miniers ont été mis en place depuis une vingtaine d'années avec ce qu'on appelle le boom minier dans nos États membres. Parce que vous vous souvenez que dans la recherche de financement pour développer nos pays, les États ont dû ces dernières années vraiment focaliser leurs efforts sur l'extraction des ressources naturelles. Et pour ce faire, compte tenu des capitaux importants que ces investissements nécessitent, les États ont eu recours aux investisseurs, notamment étrangers. Et pour les attirer, ils ont dû mettre en place des dispositifs juridiques fiscaux qui soient un peu attractifs. Donc, c'était la mise en place des codes miniers dans les années 2000 et qui ont permis aux États, grâce à des faveurs fiscales, à des incitations fiscales, de faire venir des investisseurs. D'attirer davantage d'investisseurs. Voilà, dans nos pays pour leur permettre d'exploiter ces ressources-là, qui, je le rappelle, demandent beaucoup de capitaux. Donc, ces régimes fiscaux ont été conçus pour que l'investisseur qui vient dans notre région, dans nos pays, paie moins d'impôts, en tout cas les impôts directs qui sont assis sur le capital qu'il investit, afin qu'ils se sentent intéressés par le fait d'investir dans nos pays. Donc ces régimes fiscaux ont eu une phase vraiment une propension dans les 10 premières années où chaque pays voulait attirer le maximum d'investisseurs. À la fin, on s'est rendu compte que ça crée d'autres problèmes. Justement, une étude récente réalisée dans les pays de l'UEMOA a révélé certaines pratiques, parce que vous parlez des problèmes, notamment la fraude fiscale et les fausses facturations commerciales, aussi bien à l'importation qu'à l'exportation des biens et produits dans le secteur minier. Pourriez-vous nous présenter un peu l'ampleur du phénomène? Avec ces codes miniers-là, qui ont donné des avantages aux entreprises, qui, je rappelle, sont essentiellement étrangères, elles font partie de groupes multinationaux plutôt, et avec le temps, on s'est rendu compte qu'il y a une fraude qui s'est développée dans le secteur extractif. Et les exploitants des sites miniers, bénéficiant de faveurs fiscales de la part de l'État, en ont abusé. Et abus des exemptions et exonérations que la loi leur offre, mais aussi mise en place des systèmes et techniques pour frauder l'impôt à travers ce qu'on appelle les prix de transfert. En gros, les prix de transfert, c'est à l'occasion des transactions qui se passent entre entreprises liées. On appelle entreprises liées des entreprises qui font partie d'un même groupe. Donc l'une est la fille de l'autre et l'autre est la mère de l'autre. Donc ainsi de suite, il y a des relations qui sont un peu particulières. Donc on dit qu'elles sont liées. Donc lorsqu'elles font des transactions comme des ventes de biens et services ou bien des prestations de services, les prix sont soit surfacturés, soit sous-facturés afin de transférer des revenus d'un pays à l'autre et pour les faire échapper à l'impôt. Donc, dans le secteur minier, ces prix de transfert se sont développés ces derniers temps à l'occasion de l'importation des biens d'équipement qui, je le rappelle encore, sont très très importants dans le secteur à cause des machines, des équipements qui servent à l'exploitation et qui coûtent très très cher. Donc, à l'occasion de ces opérations commerciales d'importation, il y a des surfacturations qui font sortir des revenus de nos pays envers les pays qui vendent ces biens. Et souvent, c'est fait avec des sociétés mères qui sont installées à l'étranger. Donc, c'est des techniques assez compliquées. Il y a aussi la
sous-facturation des ventes de produits finis. Et lorsque la société minière a fini d'extraire le minerai, elle l'a traité, elle a eu maintenant ce qu'on appelle le métal, et qui a une certaine teneur, si c'est de l'or par exemple. Alors on peut aussi sous-facturer la valeur de ce produit-là. Au lieu de 3 000 comme valeur référencée à l'international, on peut dire que ça fait 2 000, 2 500, puisque c'est eux qui sont un peu chargés de commercialiser ça. Donc il y a une fraude aussi qui se développe à ce niveau. Donc à la sortie comme à l'entrée, ces entreprises font des manipulations pour réduire les revenus qui sont engrangés par nos États. Et vous savez que l'impôt assis sur le revenu, donc il y a des pertes de recettes fiscales. Des pertes importantes, pour nos États. Alors que on avait mis de l'espoir sur ce secteur pour avoir des revenus consistants pour financer le développement. Au bénéfice des populations. C'est ça. Alors, au regard du caractère crucial de la question de la mobilisation des recettes fiscales pour la mise en œuvre des politiques publiques nationales et le respect des critères du pacte de convergence de l'UEMOA, le Conseil des ministres a adopté en 2019 un plan d'action pour la mobilisation optimale des recettes fiscales. Dites-nous, que prévoit concrètement ce plan? Effectivement, le Conseil des ministres a adopté une décision en 2019 visant à optimiser la collecte des impôts dans notre Union. Parce que les États ont du mal à atteindre la cible de 20% minimum du PIB qu'on s'est fixé pour pouvoir vraiment impulser le développement. Le pacte de convergence a prévu cela depuis plus d'une quinzaine d'années, mais les États ont du mal à atteindre ce taux de pression. Ce seuil. Oui, ce seuil-là. Alors, le Conseil des ministres a instruit la Commission de réfléchir pour trouver des moyens pour améliorer ce niveau de recouvrement-là. On a donc élaboré cette décision qui a ciblé un certain nombre d'actions à mettre en œuvre, c'est pourquoi on l'appelle plan d'action, et qui a identifié des niches fiscales qui sont des domaines où les efforts doivent être faits pour améliorer la collecte des impôts. Parmi ces niches-là, il y avait le secteur minier, et qu'on avait trouvé trop chargé de ce qu'on appelle les dépenses fiscales, c'est-à-dire des exonérations fiscales à ne pas en finir, qui font que l'État perdait beaucoup de recettes. Donc, le plan d'action a décidé qu'on va limiter la compétition fiscale entre les États, parce qu'il y a une certaine compétition aussi entre les États, pour faire venir les investisseurs en leur donnant ce qu'on appelle des gâteaux fiscaux. Il y a des décisions attractives voilà, à chaque État. Voilà, ce qu'on appelle des congés fiscaux qui visent à attirer les investisseurs. Donc, on a décidé de limiter ça un peu dans notre Union. On a décidé de manière collective que désormais, en phase de recherche, lorsque l'investisseur est en train de faire les recherches pour trouver le minerai, ou en phase de construction de la mine, il y aura des exonérations limitées, juste pour ce qui est nécessaire pour équiper les installations. Et que l'État est autorisé à percevoir 5% des droits de douane sur les équipements. Ensuite, en phase d'exploitation, lorsque la mine sera en exploitation, il n'y a plus d'exonération fiscale. Il n'y a plus de voilà. En phase d'exploitation. Ouais, en phase d'exploitation, c'est le changement, ça. Enfin, le plan d'action a dit également qu'en matière d'investissement en général, plus jamais dans notre Union, on accepterait que lorsqu'un investisseur arrive, qu'il y ait des exonérations à ne pas en finir sur des délais très longs. Désormais, il y aura un droit commun qui s'appliquera à tout le monde et les investisseurs devraient s'y conformer ou ne pas venir, quoi. Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec ce que je viens de dire, en plus des avantages fiscaux, il y a de la fraude dans les États, au finish, ne gagnent pas beaucoup. Ne gagnent pas beaucoup de recettes. Voilà. Justement, pour encourager la mise en œuvre de ce plan d'action, comme vous dites, vous avez récemment organisé à Lomé au Togo un atelier de renforcement des capacités des cadres des administrations publiques en charge de la mobilisation des recettes fiscales dans le domaine du secteur extractif dans les États membres. Sur quels aspects la formation a-t-elle porté? Effectivement, cet atelier était très très important pour notre espace parce qu'il a réuni les cadres des directions générales des impôts, les cadres des directions générales des douanes,
des ministères des Mines et des Hydrocarbures, qui sont les parties prenantes, en tout cas les acteurs de première ligne du secteur. Voilà. Donc, on a considéré que pour qu'on puisse avoir de l'impact, pour que cette formation ait un impact sur l'avenir, il fallait que ces personnes-là soient présentes. Et la formation a porté sur ce qu'on appelle la chaîne de valeur minière. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on peut considérer que le produit minier et le minerai qui est sorti a produit de la valeur, depuis la recherche jusqu'à la commercialisation, qui généralement se fait à l'étranger. Ensuite, on a parlé de la question de la teneur des minéraux. C'est une question cruciale. Nos pays n'ont pas de fonderie, n'ont pas d'installation de laboratoire pour traiter les minéraux, pour enlever les minéraux et aussi affiner le métal qui est sorti pour avoir sa vraie teneur. On recourt toujours à l'extérieur. Bon, donc il y a un vide qui est là et qui fait qu'il y a beaucoup de pertes. Avec tous les efforts que la Commission déploie en collaboration, en relation avec les États membres, est-ce qu'on peut être raisonnablement optimiste quant à la lutte contre l'évitement fiscal dans le secteur minier en Afrique de l'Ouest? Je crois que maintenant, il y a un certain éveil de conscience parce qu'on ne savait pas. Beaucoup d'États ne savaient pas. Et la politique minière consistait à attirer les investisseurs. On promettait d'exploiter les ressources naturelles pour développer le pays. Ça, déjà, c'est un discours que nous portons à la conscience de la population pour leur dire qu'on va investir dans votre région, vous aurez des... Non, en réalité, ce que le pays gagne, c'est qu'il devait gagner et c'est qu'il était en droit d'attendre de ces ressources naturelles. Parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre, on peut aussi tomber dans une économie, je vais dire, qui profite vraiment aux investisseurs et peut-être à une partie du pays. Donc, il faut quand même que les revenus tirés de cette activité, qui, je l'ai dit, c'est des ressources périssables, c'est des ressources qui sont exploitées, qui finissent en 10 ans, en 20 ans, et souvent, il faut réhabiliter la mine. Il faut la zone, voilà le site, pour que les questions environnementales soient prises en charge. Donc ça coûte de l'argent aussi. Désormais, on a compris que, au-delà de ce que les investisseurs disent, il faut chercher à comprendre dans toute la chaîne. Ensuite, dans les déclarations fiscales, les résultats qui sont déclarés au niveau des services des impôts, est-ce que ces résultats-là reflètent la réalité des revenus générés par la mine? Nous devons mettre nos efforts dans la recherche de la connaissance pour bien cerner les revenus effectivement générés par rapport aux prix mondiaux qui sont pratiqués. Parce que aussi, il faut pouvoir valoriser et puis en tirer les revenus qui seraient normalement attendus sur une vente sur un marché libre. Alors, tous ces éléments ont été mis ensemble et la Commission a décidé chaque année de renouveler cette activité en demandant aux États de former leurs agents. En tout cas, on va essayer de les inviter pour que toutes les thématiques qu'on a abordées, on puisse en prendre une ou deux et faire un focus là-dessus, approfondir les connaissances des acteurs sur ces questions-là, pour que désormais, ils soient outillés un temps soit peu à faire face à cette grande stratégie des acteurs du secteur minier qui, eux, sont accompagnés par des grands conseils, par des grands experts, souvent pour faire de l'optimisation fiscale et vraiment avec des partenaires vraiment qui sont très, très, très habiles dans la matière. Et qui posent des actes qui font perdre à nos États des ressources financières très importantes. Très importantes. La fraude dans le secteur minier est estimée par l'OCDE à environ 250 à 300 milliards de dollars par an à travers le monde, à travers ceux qui ont des exploitations minières. Ils perdent rien que dans ces manipulations-là autour de 300 milliards de dollars. C'est énorme. C'est énorme. Pour nos pays qui ont besoin de ressources, même 1 milliard ou bien 500 millions de dollars, c'est important. Voilà. Donc je veux dire par là que rien n'a négligé à notre niveau parce que nous avons besoin de ressources. Nous peinons à faire face à nos besoins de financement. Les critères que notre pacte a fixés, dont celui du taux de pression fiscale, nous peinons à l'atteindre. Voilà. Donc il ne faut rien négliger. Il faut
et tout prendre en charge, tout prendre en compte. Il faut explorer toutes les niches et vraiment ne pas hésiter sur la formation parce que le défi c'est là-bas. Si vous n'êtes pas au courant de ce que les gens font, vous vous plantez et ils vont pas vous le dire. C'est vous qui devez découvrir les manipulations et prendre les mesures qu'il faut. Merci à Basso Traoré. Je rappelle que vous êtes le directeur des finances publiques et de la fiscalité intérieure à la commission de l'UEMOA. Nous avons parlé de la mobilisation des recettes fiscales dans le secteur extractif dans les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Mesdames et messieurs, cette émission est à présent terminée. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de l'invité de l'intégration.